Je sais qu'il fait un peu chaud, hein, donc on apporte de l'eau pour nos speakers. Mais je vais pouvoir faire la petite introduction pour commencer. Je ne sais pas si on enregistre, tout est bon. C'est bon ? Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Ça fait toujours plaisir sur nos événements d'avoir de plus en plus de monde, des habitués qui viennent et qui reviennent. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler un tout petit peu ce qu'est Contech France, pourquoi on s'est créé, nos valeurs, nos missions et ce qui fait qu'on existe aujourd'hui. Donc, Contech France, c'est la communauté des startups de la construction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la communauté ? C'est qu'on a créé une association loi 1901, on n'a aucun but lucratif, on est juste là avec l'ambition de rassembler les entrepreneurs du secteur pour relever les défis de demain. Et donc quand je parle de défis de demain, on les a tous en tête dans le secteur, transition environnementale, productivité. Et ces deux sujets-là, pour nous, c'est essentiel, c'est que l'innovation est en tout cas au moins une des solutions à ces défis. Et donc pour répondre à ces défis, on s'est donné 3 missions. La première qui est de fédérer l'écosystème, donc fédérer toutes les startups aujourd'hui présentes. La deuxième qui va être de donner de la visibilité aux solutions de nos membres. Et enfin, la troisième, c'est de porter auprès des décideurs publics notre parole, la parole de nos membres pour faire évoluer le secteur. Aujourd'hui, autour de ces missions, on a rassemblé 150 startups. Donc on a 150 startups membres, on a 15 grands groupes VC qui nous ont rejoints pour qu'on puisse tous ensemble porter ces messages et porter ces défis. Mais Contech France, c'est aussi des événements, c'est aussi une dynamique collective. Et donc là, on va avoir un mois de mai et de juin très chargé, vous verrez. Si je prends dans l'ordre chronologique, le 21 mai, donc il y a un salon qui s'appelle Contech Connect. Malgré la similitude des noms, on n'est pas du tout rattaché parce qu'on nous pose parfois la question. Mais par contre, on est partenaire parce qu'on est partenaire des initiatives qui visent à transformer le secteur. Le lendemain, 22 mai, on est partenaire de Valobat sur le sujet du réemploi, de l'économie circulaire. Donc ils font un événement avec toutes leurs parties prenantes à la Maison de la Chimie. Donc vous êtes évidemment aussi les bienvenus. On a quelques places négociées, donc on vous communiquera toutes les infos après. On passe en juin avec Vivatech. Vivatech, événement incontournable. Maintenant, est-ce que les boîtes de la construction ont suffisamment leur place à Vivatech ? Donc on est en train de réfléchir à comment pouvoir mettre en avant notre secteur et la lumière, profiter de cette lumière de Vivatech pour mettre aussi la lumière sur les startups du secteur. Et enfin, en juin, le Built World Paris Summit, et là je peux le dire, le 17 juin, c'est la soirée de l'année à ne pas rater. On était 300 l'année dernière pour lancer l'association. Cette année, on espère d'être encore plus nombreux. C'est sur une péniche, on a une jauge, donc on ne pourra pas être trop nombreux, mais aucun problème pour l'atteindre et pour pouvoir réunir tout le monde. C'est aussi le moment des remerciements, parce que je ne vais pas reprendre la parole après. Donc Marc, merci d'avoir accepté de modérer ce panel. Tu es un membre engagé de l'association, enfin Craft dans son ensemble est très engagé dans l'association. Tu connais très bien l'écosystème, tu évolues là depuis longtemps et merci, voilà, et tu es encore là. et merci à toi. Je remercie aussi Léonard et Louis qui les représentent aujourd'hui et je laisserai dire quelques mots aussi d'introduction. Léonard représente aujourd'hui l'ambition qu'on veut porter, c'est de construire ensemble le futur de la construction et on est ravis vraiment de travailler ensemble sur ces sujets-là. Derrière l'écran, on ne le voit pas, il y a Franck qui est là. Franck, thank you for... Hi Frank.
Donc Franck de la Commission européenne qui nous fera un petit mot aussi sur comment la Commission européenne accompagne les startups de la construction. Donc il fera une petite introduction avec quelques slides dessus. Et puis après, voilà, on continuera tous ensemble. Je vous souhaite un super moment. Je laisse la parole à Louis et puis après on laisse la parole au talk. Merci beaucoup Shamir et bravo. L'assaut n'a pas encore un an, il y a eu déjà beaucoup de choses de faites. Bienvenue chez Léonard. Désolé pour la chaleur, on est toujours en train de régler ces histoires de PropTech et de ConTech sur la gestion des bâtiments. Si vous avez des solutions, dites-moi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Léonard, c'est le Innovation Hub de Vinci. On bosse avec toutes les entités, tous les pays. On bosse avec des solutions juste avant la création jusqu'à beaucoup plus tard. On a un incubateur, on a un accélérateur. Si vous avez envie de bosser avec le groupe qui fait 4000 business units, n'hésitez pas à nous appeler. On pourra vous aider un peu à naviguer dans cette nébuleuse. On fait beaucoup d'événements, beaucoup ouverts. Je vais quand même mentionner le festival Building Beyond qui est dans pas longtemps, du 13 au 15 mai, qui est ouvert pour faire un pas de côté, pour aller regarder un peu plus loin. Il y a des artistes, il y a des experts. C'est vraiment intéressant. Passez une bonne soirée. Si vous avez envie de me parler, je serai là un peu après. Je file mon mail et on échange. Bonne soirée à tous. Eh ben, merci beaucoup Shamir et Louis pour l'intro. Bienvenue à toutes et à tous dans ce bel endroit. Merci à nos chers participants speakers qui vont se présenter très, très rapidement. Eh bien, écoutez, bienvenue donc le financement non dilutif, un gros sujet. Alors, je cherchais des images pour à quoi ça me faisait penser. Ça m'a un peu fait penser à Harry Potter qui a trouvé 1 ou 2 Horcruxes, il lui en reste 5. Il ne sait pas trop où ils sont, il ne sait pas trop ce que c'est, mais il faut les trouver parce que c'est ce qui va lui permettre d'aller combattre le boss. Ça me fait penser aussi à mes belles années de Mario Bros où il faut essayer de trouver des raccourcis pour passer au niveau supérieur, mais on ne sait pas trop où c'est, ou Indiana Jones dans la jungle. Voilà. Donc, heureusement, grâce à ces magnifiques machettes que vous avez devant vous, on va déblayer un petit peu ensemble le terrain. Peut-être que ça vous ouvrira des perspectives et évidemment, il y aura l'espace d'échange tout à l'heure parce que nous n'aurons pas le temps de faire un inventaire exhaustif de tout ce qui existe en financement non dilutif. Ce serait peut-être ennuyeux et puis on n'a pas le temps. Et donc, vous inquiétez pas, il y aura le temps aussi pour échanger derrière. Je vous propose donc de commencer par un petit tour de table très rapide avec prénom, entreprise, description de l'entreprise et si vous étiez un corps d'État, lequel seriez-vous? Voilà, nous finirons donc, we will finish with Frank and then Frank, we will move forward with your presentation. Bienvenue à tous, moi je m'appelle Marc, enchanté, je suis un des cofondateurs de l'entreprise Craft, on est connu pour être le WhatsApp des chantiers, on fait partie de la promotion Catalyst 2022 de Léonard et voilà, si j'étais un corps d'État, ce serait clairement les électriciens parce que c'était nos premiers clients, du coup j'ai un faible pour eux. Voilà, enchanté. Bonjour à tous, moi c'est Romain Jattot, donc je suis chargé d'affaires innovation chez BPI France. BPI France, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise donc publique, privée détenue par du public plutôt, et qui accompagne les entreprises en financement, en investissement, en accompagnement, avec plusieurs casquettes. Et donc moi je fais partie du pôle financement et financement d'entreprises innovantes, et plus particulièrement d'entreprises ConTech, entre autres. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est Geoffroy, donc cofondateur de FinalCAD. On a levé 70 millions de dollars, on était 200 collaborateurs et on a été au Next 40. Et aujourd'hui, l'entreprise a été revendue et donc je m'occupe à travers Think10X d'accompagner les startups à structurer leur croissance. Et voilà. Cécile Villette, donc moi je suis la cofondatrice d'Altaroad. On est une entreprise qui fait de la traçabilité des matériaux et des déchets sur les chantiers du BTP, avec une grosse vocation économie circulaire et impact environnemental. Et sur le témoignage, on a levé pas mal, on en parlera, de financement non dilutif, puisqu'on était une boîte atypique et que les levées classiques au début c'était compliqué. Voilà. Ah oui, et on est aussi Catalyst et on est aussi, du coup, oui, pardon, secrétaire général de ConTech France, on me souffle dans mon oreillette. La classe. Vincent Derouet, donc cofondateur de 4 Innovations, qui, au milieu de cette jungle, donc accompagne les entreprises, notamment de la ConTech, pour débloquer un maximum d'aides non dilutives, crédit impôt recherche, subventions. J'ai cofondé 4i avec des experts seniors.
après 10 ans passés dans plusieurs entreprises. Et en alliant la compétence aujourd'hui du BTP et du numérique, effectivement, c'est logique qu'on participe aujourd'hui avec plaisir pour accompagner ces entreprises. Donc j'essaierai de vous aider un petit peu aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. And Frank, you are the last one to introduce yourself. Welcome, Frank. Not yet. We cannot hear you yet. We can read on your lips, maybe. Do you hear me now? Yes, perfect. Yes. You hear me now? Yes, perfect. Ah, okay, good, thanks. Oh, wow, that's a big display. Okay. Okay, that's all set. I will share my presentation. So Frank, don't hesitate to introduce you and a little bit about the EIC, and then, you know, I let you start with the different stages at which the EIC can help innovative company get funded. Yeah, okay. Well, my name is Frank Mouwen. I'm originally from the Netherlands. I currently work for the European Innovation Council, EIC. The EIC is really let's just start with a first slide. Do you see the slide with the bridge? Mark, do you see it? Yes, perfect. Oh, no, we don't see the presentation quite yet. You don't see the presentation. Okay. Yes, perfect. Yeah, but now you don't see it in presentation mode. Yes. Yeah, it's always who has never had any problems sharing their screen at the beginning of a conference. Yeah. Do you see it in full screen? Perfect. Yes, the bridge. All right. Okay. Because I don't see myself anymore. I don't know why. Anyways, originally the EIC is now 4 years old. It is originated in the Horizon program, the big Horizon program. But what was observed was that Europe is excellent and very good at spending a lot of money at world-class research, but we are less good at making money from all that world-class research. So that is really where the EIC, European Innovation Council, comes in. We have 3 instruments, which is called Pathfinder, Transition, and Accelerator. I come back to that later in more detail. But an important element of what we do is that we are a deep tech entrepreneurial funding agency. So that's many words, but important is to remind you that we are deep tech, and that has to do with the origin of the EIC. We origin in a scientific environment. So deep tech, with deep tech, I mean that all the ventures we support are based on a scientific discovery or a technology breakthrough. So technology is really in the DNA of all the projects and ventures we support. There are 3 elements that we are navigating. That's the policy, the science, and the business. So we try to connect those 3. So any effort we do in the EIC is an extension also of the policies the European Commission aims to develop, which is, for example, the European Green Deal or the Raw Material Act, or the other examples of the main policies. In the room, who considers themselves as deep tech companies? Just raise your hands if possible. There are a handful, 3, 4. That's for you, your data point, Frank. Okay. In between those 3 instruments, I realized I should have used the Millau bridge, but then you have 6 pillars. This is the Queen's Ferry crossing with 3 pillars, so the 3 instruments. In between, we have a whole program of support to the projects and the entrepreneurs, like business acceleration services and tech-to-market services, where we help to bring the projects to a commercial reality. And this is really in addition to the grants, so the non-dilutive funding and the equity the EIC is able to provide. Do you see the next slide with the 3 instruments? Yep. Okay, so different from original grant funding, there are 3 instruments. Again, Pathfinder, which is 0 to 4 million euro in grant, 100% funding, to small consortia at a very low
TRL technology readiness level and also a low business readiness. Then there's transition. It's up to €2.5 million grant funding, so non-dilutive. It is 100% funding and also for consortia, but kind of in the middle, TRL 4, 5, 6, and also more business ready. It's kind of the proto-venture phase of entrepreneurship. So there's a proof of concept, but not a company yet. This is really where transition is. And then there's the big instrument is called Accelerator. Accelerator is a hybrid funding, so it's a grant, so non-dilutive up to €2.5 million, but also equity funding up to €10 million in equity. So this means that the European Commission takes a shareholding stake in the startup, so it's only startups that we invest in the accelerator. But the key requirement is that any startup that receives funding from accelerator needs to raise the same amount from a lead investor, which can be a corporate venture capital or a venture capital or a high net worth individual, so private sources of equity. Which means, for example, if you ask the EIC for €5 million in equity, you have to raise €5 million more, so your total capital need is €10 million at that moment. So your team and your product and your proof of concept and your technology and your IP situation must match that, must be able to absorb that amount of equity. Great. Go ahead. But of course, we try to bridge the gap between science and the market. And in ideal world, the EIC shouldn't be there. So we try to compensate for a very difficult phase for any entrepreneur that is raising money in a very early stage. We are an early stage funding instrument, but it doesn't stop after Accelerate, right? It doesn't stop after the TRL 9. Then it's the case that you have to scale your company, and that's really the intention of the whole EIC. So I added this slide also that we see many of our beneficiaries, as we call them, that have raised the money from the EIC, need to also do some financial structuring in order to how they finance the further growth of their company. For example, there is a French successful accelerator company called Materoup. They developed a new technology for low carbon cement, but they also developed a new technology for a modular cement plant. So for the scaling of this cement plant, it wouldn't make sense to raise equity money, dilutive equity money for this. So this is just a small list. There's so much more non-dilutive funding going on in the European Commission. For example, the Innovation Fund. This is the money from the ETS scheme, and that is reinvested into climate tech projects or first of a kind factories, for example. But the EIB itself also has venture debt, or they have loans, they have folk funding, they have project finance. Then there's the LIFE program for climate tech ventures. And of course, there's the Big Horizon program, Pillar 2. The EIC is Pillar 3, but the big program is Horizon Pillar 2, usually for larger consortia, but also non-dilutive. We call it in Cluster 4 if you're targeting the construction sector. And after the accelerator, new this year is a EIC STEP scale-up instrument. It's 10 to 30 million euro in equity. So it is dilutive, but this is really for a larger investment round of scale-up startups. Okay. So Frank, what are the two main tracks to get that non-dilutive money once again? Yeah, the non-dilutive for EIC is Pathfinder, so extremely low TRL, so TRL 1, 2, and 3, and Transition, TRL 4, 5, 6. That is pure grant, non-dilutive grant money. But in the accelerator, there's also a component of non-dilutive grant money up to 2.5 million euro. Okay, great. So maybe in the 2 minutes that remain, would you be able to give one or two examples of projects that you have created at EIC?
Yeah, I gave the one example from the French accelerator company. So that's a startup that also successfully raised, I believe it was 26 million last summer. And they are now structuring themselves to create other sources of funding for the rollout of these factories. But maybe it's interesting to, if the time isn't allowed, that we have so-called challenge goals, and there have been now 3 goals in the challenge program. So this is where the European Commission basically tries to pull certain innovations from the market in areas where we like to invest more, where we like to see more innovation, or where the policies need to be extended with innovation. For example, in the Pathfinder, we had challenge goals in computational design and digitalized fabrication. Last year, there was a challenge goal in Pathfinder also, so low TRL grant money, and we attracted 6 projects, also from France, in grants for up to €4 million for low to carbon negative cement innovations. And then there's this year a challenge. This is open, so if they're in the room, people that are working on really advanced collaborative construction robotics, that is what is the challenge of this year, which will close by the end of the year, end of October. So there are 2 QR codes. If you'd like to learn more about the EIC work program in general, that's the top QR code. On the left-hand side, you see kind of the summary of what I said with the 3 instruments. The first 2 is non-dilutive grant. The last one is a hybrid between grant and equity. But also there's the EIC Pathfinder challenges, which is, I think, always interesting for non-dilutive targeted innovation funding. And last but not least, I believe he or she is even in the room, you have to contact your national contact point, or NCP, who knows everything about the programs we deliver, and also are the first point of contact really for any questions you would have going forward in the process. And we have the contacts for the NCP. Don't hesitate to come and see me at the end. I think Cécile is very interested in your presentation, Frank. She will contact you a bit later. Thank you so much, Frank, for presenting that. A round of applause from the room, and we really appreciate your presence. All right. I can leave now, no? Eh bien, let's switch back to French. De retour en français. Merci beaucoup. Alors du coup, Franck a incarné la première partie. Donc je propose de diviser cette table ronde en 3 grandes parties, comme toute bonne dissertation en français. La première, c'est juste quand même le côté un tout petit peu inventaire de ce qui est disponible en non-dilutif, donc en financement non dilutif, notamment avec les interventions de Romain et Vincent. La deuxième grande partie qui sera plus sur côté en pratique, comment ça se passe, comment ça s'est passé. Et puis après, troisième partie, prise de recul, par où commencer. Ça roule ? Allez, super. Eh bien écoutez, je passe la parole peut-être à Romain pour commencer sur côté BPI France. C'est quoi les différentes grandes étapes sur lesquelles vous accompagnez ? C'est quoi les modes de financement ? Oui, avec plaisir. Merci Marc. Chez BPI France, en fait, on a ce qu'on appelle un continuum de financement. Donc on intervient en fait on finance les entreprises selon leur étape de développement. Peut-être si on essaye d'imager un petit peu tout ça, en fait au départ l'entreprise est dans une étape de créa, FESA, et donc elle va avoir besoin d'une petite subvention pour développer son premier prototype, son premier MVP. Donc elle est dans la phase vraiment création, faisabilité, et donc nous on regarde les entreprises qui ont moins d'1 an, voire moins de 3 ans selon les dispositifs. L'idée, c'est sur cette tranche d'âge de l'entreprise et ce stade d'avancement, nous, on a l'habitude d'intervenir en financement pour financer essentiellement des dépenses de recherche et développement pour aider l'entreprise donc à développer son premier concept et tester son produit. On a peut-être la deuxième phase de l'entreprise qui est la phase de développement, là où l'entreprise a trouvé peut-être son angle d'attaque et a besoin en fait de grossir et d'imprégner son marché, en fait, de vraiment aller au contact
de ses clients. Donc sur cette phase de développement, on va avoir d'autres produits qui sont des produits essentiellement en dette, ou plutôt des produits remboursables, puisqu'on a quand même quelques produits comme de l'avance remboursable ou des obligations convertibles, sans rentrer vraiment dans le détail de ce qu'on peut proposer, sur lequel il n'y a pas de taux, mais qui sont remboursables et qui viennent financer à la fois des dépenses de R&D un petit peu sur le même mécanisme que le faisait la subvention de démarrage. Et on a également des produits, des familles de produits qui viennent financer de la croissance, en fait, des frais des dépenses immatérielles de croissance au global, donc des frais de fonctionnement, des frais marketing, des frais de sales, là pour vraiment permettre à l'entreprise de se développer et de commercialiser son produit. On a peut-être une dernière étape qui est la phase, je dirais, de rentabilité, là où l'entreprise commence en fait à être rentable, ou en tout cas à toucher du doigt la rentabilité. Et là, ça va être d'autres dispositifs, toujours d'autres dispositifs qui sont remboursables et qui viennent proposer un financement, mais qui va avoir une analyse qui va être différente de ce qu'on a vu sur les 2 étapes précédentes. Peut-être sans entrer vraiment dans le détail, nous, les critères qu'on a quand on veut intervenir en financement sur des entreprises innovantes, c'est notamment la visibilité en cash des entreprises. Pourquoi c'est hyper important en fait de venir nous voir quand l'entreprise vient de réaliser une levée de fonds ou alors à signer des gros contrats ou à des gros encaissements et sur lesquels nous on peut s'adosser, parce qu'on n'est pas une banque de flux BPI France, on est vraiment une banque de projets. Donc on vient financer des entreprises sans vraiment connaître les entrées et les sorties, on n'est pas en contact avec vos clients, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Carrément, merci beaucoup. On va pouvoir avoir l'occasion aussi de parler de quels critères il peut y avoir. Peut-être très rapidement, puisque tu as parlé de ces 3 étapes, j'ai oublié de faire le petit sondage. Qui se considère comme plutôt démarrage d'entreprise dans la salle? Juste main levée, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plutôt phase j'ai trouvé mon business, je le développe. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, plutôt phase de rentabilité, que de me rendre compte. Ok, super. Est-ce qu'il y a des investisseurs également dans la salle? Que je sache, il y en avait quelques-uns qui étaient inscrits. Ok, super. Et puis, autre, catégorie autre. Voilà, comme ça permet de se rendre compte. Merci beaucoup, Romain, pour l'intro. Peut-être Vincent, est-ce qu'il y a d'autres grands modes de financement assez connus, peut-être selon ce dont tu es expert? Oui, bien sûr. Alors, globalement, il faut distinguer surtout 2 façons de se financer, les aides dites plutôt indirectes et les aides directes. D'accord ? Donc, les aides directes, c'est ce qu'on retrouve chez Romain, d'accord ? Excusez-moi, le micro. J'y reviens dans un second temps. Et les aides indirectes qui sont liées à la fiscalité, qui est une récompense de votre investissement. En France, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui peuvent être intéressées pour venir s'installer en France dans la salle, ce qui est intéressant, c'est qu'on récompense surtout la recherche et développement, l'investissement en innovation. Le porteur, c'est le crédit impôt recherche. 7 milliards par an, contrôlé tous les ans, décrié tous les ans, très compétitif, 40 ans de vie, c'est un bel âge. Voilà. Ça fonctionne bien, ça demande de se structurer, de bien s'organiser, d'y passer un peu de temps éventuellement au départ. Mais aujourd'hui, un ingénieur R&D va vous coûter que 40% de son coût initial en N+1 sous forme de cash. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même très compétitif, d'accord ? D'autres dispositifs connexes viennent, crédit impôt innovation, IP Box, suivant différents niveaux de maturité de projet et d'entreprise. Deuxième sujet, donc les subventions, ce qu'on appelle les aides directes. Donc il y a de la dette évidemment qu'on peut trouver auprès de BPI. Son concurrent mais complémentaire aujourd'hui, notamment par rapport à la Context, c'est l'ADEME, bien sûr. Donc il y a évidemment plusieurs guichets de financement assez ouverts par concours, des fonds roulants également toute l'année accessibles pour les entreprises. Et vous avez aussi les régions. Voilà, les régions, on ne sait pas forcément. Ils sont à la fois relais de certains fonds européens. Donc c'est accélérateur, il peut y avoir des aides évidemment pour aller les voir. Le FEDER, bien sûr, qui est quand même assez présent. L'objectif étant d'allier comme il faut ces dispositifs. Ça demande aujourd'hui de ne pas travailler seul, d'avoir de la visibilité sur son travail de recherche et développement auprès des écosystèmes de recherche et développement. J'entends les laboratoires de recherche, les associations d'entreprises. Context France en est un très bon exemple pour donner de la visibilité à vos projets, pour vous faire connaître sur les sujets. Les deux se préparent de façon différente. Un crédit d'impôt recherche, ça reste de la fiscalité, donc c'est un agent des impôts qui va venir vous voir et venir contrôler ce que vous faites. Et ponctuellement, vous envoyez un enseignant-chercheur. Les subventions, vous avez des experts et également des banquiers, des financiers qui vont s'intéresser à votre business model. D'accord ? L'objectif, dans tous les cas, c'est
malgré tout, de se dire qu'il faut quand même remplir le carnet de commandes, parce que c'est bien de pouvoir vivre du non dilutif, mais c'est quand même aussi important d'aller chercher de la clientèle, aussi pouvoir témoigner auprès de ces organes de financement, notamment BPI est intéressant quand vous venez en disant « j'ai déjà signé 10 clients, donnez-moi de l'argent », ils sont quand même plus intéressés généralement quand on les rencontre à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est quand même très, très attractif pour le territoire, donc voilà. Donc, je suggère effectivement que vous mettiez ça en place. N'ayez pas peur d'y aller. Il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur aujourd'hui, qu'on rencontre beaucoup pour ces dispositifs, parce que le crédit impôt recherche devrait s'appeler le crédit impôt recherche et développement expérimental, parce que c'est quand même 85% du budget. Donc j'aime bien le rappeler, c'est important, surtout dans votre secteur où on rencontre beaucoup ce type de profil malheureusement. Donc on est là pour les aider un petit peu à se revaloriser sur le sujet. Et deuxième point, ne pas lâcher, essayer. Voilà. Donc il faut faire des essais, on en parlera peut-être dans un second temps. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Alors, il y a énormément d'autres modes de financement non dilutif aussi. Voilà, des financements participatifs, crowdfunding, Silver qui fait des avances sur les souscriptions en SaaS, Iker, De facto qui font des prêts au SMB pour des projets innovants. On pourrait la liste est longue, mais je vous propose, et donc on vous invite aussi à venir échanger avec les intervenants à la suite du panel. Je vous propose de prendre des exemples de personnes qui ont vécu ces différentes étapes de financement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait respectivement? Quels sont les financements que vous avez pu solliciter, eu ou pas eu? Et puis après, voilà, je demanderai à nos autres intervenants éventuellement de voir ce qu'ils auraient pu faire différemment, des commentaires. N'hésitez pas. Peut-être Cécile, tu veux commencer? Bon, bah alors nous, on a à peu près tout fait de ce qui a été dit là. Donc nous, on est une startup deep tech. Donc on vient au départ de l'école polytechnique et des ponts et chaussées. Donc là, il y avait le Sésame pour un certain nombre de financements. Mais si vous l'avez pas nativement, c'est quand même possible de faire des partenariats avec les universités qui sont hyper demandeuses d'une manière générale. Bien sûr, il faut que ça ait un sens business, hein, sinon il ne faut pas le faire. Mais par contre, c'est quand même beaucoup plus possible qu'on ne le pense de l'intégrer au fur et à mesure. Les universités sont carrément demandeuses. Donc nous, on l'avait dès le départ, c'était assez natif. Mais du coup, on a commencé dans les labos avec le mécanisme, donc en l'occurrence c'est la SAT, dont pour l'instant on n'a pas parlé, mais c'est un peu spécifique quand on a un brevet pour avoir des financements qui financent les labos pour les aider à sortir les technos du labo. Mais si vous faites un binôme avec un chercheur et que vous montez le projet avec lui, bah, en fait, les financements, c'est pour la boîte. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, déjà, il y avait eu à peu près 500 cas à ce niveau-là d'investis. Et donc, ça, c'était dans les labos, donc non dilutif. Ensuite, on a fait, on était très bien accompagné par Agoranov, qui est un excellent incubateur. Et donc là, on s'est fait accompagner pour avoir un certain nombre de financements. Donc, on a gagné iLab, on a gagné iNov, donc avec l'ADEME 2 fois. Et on a été lauréat EIC, Accelerator, dont il parlait tout à l'heure. Et là, on est en train de soumettre un Pathfinder avec d'autres entreprises plus grosses que nous, beaucoup, sur donc ce dont il parlait tout à l'heure. Donc, aux différentes étapes de la boîte, on a pu lever différents fonds non dilutifs. Mais bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, on avait commencé à aller chercher des clients dès le début. Même quand on avait la solution, elle marchait pas encore, mais on a vendu des prestats et voilà, pour être sûr qu'on pouvait montrer l'attraction, l'intérêt. Et donc j'ai pas dit tout à l'heure le corps d'état préféré, mais le mien c'était plutôt les terrassiers, parce qu'on nous avait dit dans le BTP, les terrassiers c'est des affreux truands, ils vaudront jamais votre techno qui fait de la traçabilité. Et en fait les premiers qui ont été intéressés, c'était les terrassiers qui ont dit bah, nous on fait bien notre travail et on veut que ça se voit, donc votre techno elle nous aidera. Donc petite transition sur ça. Et donc après, on a bien sûr travaillé avec BPI plein, puisque de toute façon BPI coordonne, même quand c'est pas eux, ils coordonnent pour la région, ils coordonnent pour l'ADEME. On a eu des subventions régions, donc des PMUP, InnovUp expérimentation, InnovUp tout court, enfin bref. Et donc c'était intéressant parce que en fait, suivant les phases de la boîte, on était au début plutôt sur des subventions qui étaient plus R&D, innovation, et maintenant avec la région on est plus sur des choses qui financent le commercial ou l'amélioration des process, et donc c'est pas du tout les mêmes périmètres, et donc il faut savoir quoi demander à qui, mais ça se complète finalement assez bien dans le temps. Donc on a eu ça aussi, voilà. Super, merci.
Peut-être si je peux ajouter, en effet, Altarode, c'est une entreprise du coup Deep Tech donc, à la création en tout cas, donc l'équipe fondatrice avait un lien donc avec le monde de la recherche académique. Et nous, chez BPI France, en fait, on a un plan qu'on appelle le plan Deep Tech. Donc c'est le même continuum de financement que j'ai décrit en fait au départ, mais qui est plus incitatif pour permettre aux entreprises qui ont souvent un temps de développement qui est particulièrement long, qui nécessite vraiment de la recherche académique et vraiment d'innover sur un état de l'art en fait qui est quasiment inexistant ou alors qui est incomplet. Et donc c'est ce qui explique aussi des montants en subventions aussi élevés au démarrage. Et donc sur ça, le point c'est ce qu'on dit, c'est aux États-Unis, eux ils ont plus facilement des investisseurs plus early stage qui prennent des risques, et nous on les a moins ces profils d'investisseurs, et c'est là où justement la dynamique entre autres avec BPI est venue prendre le relais. Et en fait quand la chercheuse m'a présenté son projet au départ sur le plateau de Saclay, quand j'ai vu ce qu'il y avait en France pour aider au lancement, je me suis dit si je monte pas la boîte ici, je la monte jamais en fait. Et donc il y avait quand même, c'est un truc assez exceptionnel. Alors bien sûr, pour revenir au sentiment de culpabilité, on peut se dire ah oui mais on a plein d'aides, est-ce que c'est pas un peu artificiel? En même temps, sinon, des projets hyper ambitieux, si on prend pas de risques, on les lance pas. Donc si on est un petit peu en avance sur son marché et qu'il faut pouvoir investir dans du hardware, dans la R&D, c'est complètement légitime de l'avoir. Et puis ça crée des emplois, ça crée des compétences sur le territoire aussi. Donc clairement, voilà, on a dépassé la culpabilité du début en se disant oui, on emploie plein de gens, donc allons-y. Et c'est drôle. Ouais, j'aurais une petite question justement à te poser, Cécile. Est-ce que justement cette capacité à lever autant d'aides non dilutives vous a permis d'avoir un rapport de force un peu différent avec les investisseurs ? Oui, complètement, parce qu'au début, en fait, ils voulaient pas, les VC classiques, ils voulaient pas investir dans Altarode parce qu'on avait du hardware, et puis on était dans le BTP qui est un secteur quand même, faut voir qu'on a 7 ans, donc il y a 7 ans, c'était pas du tout sexy, Contech, même pas en rêve. Et donc, on est arrivé sur un marché où on était complètement atypique, pas sexy, et donc le fait d'avoir les aides au départ qui nous ont permis de démarrer, d'aller chercher les premiers clients, de montrer sur le terrain que ça marchait bien. Après, au fur et à mesure, on est arrivé sur des choses qui étaient plus finançables. Donc, on a été chercher d'abord des business angels. On a discuté avec plein de VC. À ce moment-là, on a perdu énormément de temps, à part que ça nous a formés, certes. Mais bon, on a perdu du temps à ce moment-là parce qu'on n'était pas la bonne cible pour eux. On n'était pas encore sur un truc hyper scalable, et puis ils connaissaient pas bien notre métier, donc on a été chercher des business angels qui avaient des profils industriels. Et on a dit comme ça qu'on voulait des business angels avec des profils industriels. Du coup, on a attiré des business angels qui comprenaient ce qu'on faisait, et qu'on dit mais si on fait ça, on en met, si ça marche, on en met absolument partout. Ce qui était très cool par rapport aux VC qui nous disaient tous les risques qu'on allait rencontrer. Et le fait d'avoir eu des financements non dilutifs au départ, ou en tout cas partiellement non dilutifs, ça a fait qu'on a pu passer des étapes de maturité, montrer le ROI sur les premiers clients, et puis après du coup intéresser des investisseurs plus larges. Donc là maintenant dans notre capital on a un investisseur qui est financier, qui est pro BTP, qui a une patte dans le BTP puisque c'est la mutuelle du BTP, donc ils comprennent ce qu'on fait, et en même temps c'est des financiers. Et on les aurait jamais eu si on avait dû aller les voir dès le début en leur proposant notre système de hardware. Alors que maintenant il y a la partie logicielle avec, il y a le retour sur investissement, il y a l'IA, c'est plus facile à financer. Tout à fait. Donc très bien pour l'amorçage. Super. Et du coup, nous avons une histoire un peu différente, avec des nuances différentes de la part de Geoffroy. Oui, en fait des nuances, parce que finalement le parcours il est à peu près pareil. On était au début de la Contech où pareil, même un peu avant. Final Cut c'était l'inspiration pour nous, c'est possible de réussir. Voilà, c'est possible de réussir. Et ce qui était intéressant, pareil, on était des ovnis, donc face aux VC c'était compliqué au début. Ils signent des autographes à la fin, pour vous dire. Et non, mais c'était ça qui était intéressant, c'est qu'il fallait prouver que en fait la construction tech, ce qui a marché, c'est quand on a montré notre tableau McKinsey où il y avait la chasse et la pêche et juste au-dessus la construction. Et c'est là où il y a eu un déclic. Ils se sont dit ok, le digital, il y a beaucoup à faire. Et du coup, on a pu aller voir les VC et ils ont dit bon, allez, on accélère. Par contre, au début, ce qui était compliqué, c'était effectivement, on a fait à peu près toutes les levées non dilutives qu'on a parlé. Par contre, on l'a fait
au début de nous-mêmes. Donc on a pris énormément de temps à monter les dossiers, à convaincre, etc. Et après, on avait rencontré Vincent et ça a été beaucoup plus vite dans toutes les démarches. Et donc là, je vous explique l'expérience Final CAD. Donc on avait réussi à lever en non dilutif, en cumulé pas loin de 5 millions. Donc c'était pas mal. Mais ce que je remarque aujourd'hui, j'accompagne ces entreprises-là à croître et à essayer que la levée de fonds devienne une option et pas une obligation, qu'on lève dans les bonnes conditions. Et donc, aller chercher du non-dilutif et compléter uniquement par du dilutif. Et donc, pour essayer de changer ce braquet-là, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le non-dilutif, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste aller les faire. Il faut se faire accompagner pour les faire aussi, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps en tant que fondateur à faire les dossiers. Et surtout, vous avez des bonnes portes d'entrée et tout est beaucoup plus simple. Donc, voilà. Donc, en tant que fondateur, voilà, en tout cas, ma recommandation, c'est de se faire accompagner le plus tôt possible sur du non-dilutif, parce que tous les dossiers que je vois, vraiment, c'est de la méconnaissance surtout de ce qui est disponible aujourd'hui en France. Et il y a quand même beaucoup de choses. Et voilà, donc moi je suis au comité d'administration aussi de l'AFAS, qui est un mini réseau entreprendre au niveau des Yvelines. Donc on fait des prêts d'honneur à taux zéro. Et justement, je le vois tous les jours qu'on a besoin d'accompagnement sur le non-dilutif. Le dilutif, c'est vraiment une option, c'est pas une obligation du tout. Et voilà. Et bah, du coup, tu parlais de votre collaboration avec Vincent. Tu as quoi comme souvenir du début de cette collaboration, de qu'est-ce que vous avez pu apporter que Geoffroy et ses cofondateurs, notamment Jimmy, n'avaient pas encore identifié? Je ne vais pas trop les critiquer, mais On est 2 T1, fais attention. On est entre nous et il n'y a que 50 personnes. non, globalement, ce qui ressentait effectivement aujourd'hui, c'est que c'était devenu un sujet un peu connexe. Du fait du développement, ils étaient concentrés sur le business, etc. Ils avaient besoin de convaincre les investisseurs de façon assez récurrente. Et ça occupe beaucoup les fondateurs d'entreprises. Ils passent leur quotidien à ça. Quand on a besoin de lever des fonds, c'est du matin au soir. Et nous, on a rencontré par partenariat, par réseautage, par hasard, et on a regardé ce qui était fait par quelqu'un externe à l'époque. On a regardé, il dit, vous surveillez un peu ce qu'ils font parce que vous perdez de l'argent en fait. Donc on a retravaillé le sujet, évidemment, pour travailler un peu aussi sur le syndrome de l'imposteur, parce qu'il y en avait un petit peu, effectivement, sur pas mal au niveau des équipes, qui considéraient qu'ils faisaient que leur métier, ils innovaient pas trop. Donc on a pu remettre à plat l'ensemble des thématiques de recherche d'innovation qui étaient au sein du groupe, parce que c'était devenu très orienté produit, et le détachement par rapport aux thématiques de R&D était complètement un peu plus détaché. Deuxième sujet aussi, le sujet des subventions. Pareil, n'avaient pas forcément été abordés pour des questions de temps. Ils avaient pu être mis en consortium en tant que partenaire dans un sujet ADEME, mais c'était vraiment assez dérisoire par rapport à ce qu'on pouvait faire. Donc on a pu remettre un peu le pied à l'étrier sur ce sujet-là, qui fait on a apporté un peu plus de cash très rapidement pour l'entreprise et venir l'aider à pouvoir accélérer au niveau de l'équipe. Bon, après, si on s'était rencontrés plus tôt, ça aurait été mieux, je pense, à l'époque. Mais en tout cas, c'était une belle aventure. Ça se poursuit pour nous mais, sur le sujet. Et moi, c'était particulièrement révélateur. J'insiste dessus. Ne pas négliger ce côté-là. C'est des outils très compétitifs. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que si on néglige cela, arriver à un certain niveau de maturité, certains DAF, je leur dis, c'est une faute de gestion. Parce que ne pas aller sur ce dispositif de façon concrète, optimisée et réfléchie peut vous mettre en péril par rapport à un concurrent qui, lui, va financer la moitié de sa R&D par les aides publiques et pas vous. Voilà. Et du coup, peut-être, puisqu'on parle des choses qui se sont améliorées dans votre gestion, est-ce qu'on peut peut-être faire un petit tour sur c'est quoi les bonnes pratiques, là où vous considérez que vous avez quand même été bon, Geoffroy et Cécile, et puis de manière plus générale, si vous avez des petits tips ou des choses qui sont particulièrement importantes dans les dossiers à garder en tête. N'hésitez pas. C'est pas forcément un tips, mais c'est plutôt que, tu le disais tout à l'heure, il vaut mieux lever le plus tard possible, donc aller chercher du non-dilutif le plus tôt possible. Et le tips, en tout cas au début, c'est vraiment aller chercher toutes les aides. Et plus on va se faire aider rapidement, plus on maximise nos chances de passer une levée beaucoup plus forte. Comme tu disais tout à l'heure, on a plus de pouvoir en tant que fondateur, et c'est quand même sacrément important, surtout quand on enchaîne après les levées de fonds, où ça se complique assez rapidement.
Peut-être, nous, ce qu'on a vu, c'était sur la rédaction. Donc nous, on a quasiment tout rédigé, mais faut dire qu'avant, on était, moi, mon associé, toutes les deux dans le conseil, donc faire des dossiers, on avait un petit peu de background. Et donc, on avait rédigé la plupart toute seule. Ce qu'on a trouvé qui était hyper utile, c'est que comme on les a écrits nous-mêmes, on avait tout à fait le planning en tête, ce qu'on devait faire, et on a vraiment utilisé les aides pour ce qu'on avait dit qu'on ferait. Alors qu'il y a des fois un disconnect quand c'est pas bien écrit ou finalement à la fin c'est compliqué de justifier ce qu'on a dépensé par rapport au programme qui avait été soumis, ce qui peut être très gênant, surtout quand on est par exemple sur l'Europe où ils sont quand même ils vont regarder ce qu'on a fait. Donc il y a vraiment un enjeu d'écrire des choses qu'on veut vraiment faire dans ces dossiers-là. Sinon, après, c'est compliqué. Et pour chaque dossier, bien sûr, pour en avoir d'autres après, le fait d'avoir dit on avait effectivement fait ceux d'avant bien finis et qu'ils ont servi à quelque chose, c'est quand même plus crédible. Donc, il y a vraiment ça. Et le fait de bien expliquer, de se placer sur l'Europe, on a vu ça. On n'y aurait pas pensé. C'est le seul où on s'est fait accompagner pour l'instant. Et certains dossiers, ils attendent certaines choses à certains endroits. Sur l'Europe, il y a des choses où on ne les aurait pas écrits dans cette section-là ou qu'on n'aurait pas du tout été chercher. Typiquement sur l'Europe, ce que nous a dit le consultant, c'était il vous faudra des témoignages. Donc là, témoignage, Cécile qui parle, ah bah oui, les clients, et puis lui parle de clients, et puis non, mais au bout d'un moment, oui, les clients c'est bien, mais il faut aussi montrer que si vous voulez changer d'échelle, il faut que vous fassiez fédérer un écosystème. Donc il faut aussi aller chercher des témoignages de gens qui sont plus académiques, qui sont plus associatifs, qui sont finalement dans l'écosystème et pas que les gens qui sont vos clients. Du coup, on a été chercher un témoignage du ministère de la transition écologique, mais enfin voilà, on l'a eu, mais je n'aurais pas été le chercher toute seule. Donc le fait effectivement d'être accompagné sur un certain nombre de dossiers et d'avoir un projet qui montre bien que l'impact que vous voulez avoir, il n'est pas juste. Alors bien sûr, il faut le business, hein, on ne dit pas le contraire, il faut le business, je pense que c'est numéro 1, mais d'avoir une vue un peu plus macro de comment vous scalez votre projet et dans quel écosystème et que vous comprenez votre écosystème, c'est aussi important. Peut-être, je ne sais pas si ça a été le cas, mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir un référent financement. En tout cas, BPI France Unique, je ne sais pas si vous avez eu ça, une porte d'entrée en fait aussi chez BPI qui vous a permis de suivre au fur et à mesure l'évolution. On a eu une excellentissime, nous, nos 5 premières années, et après, elle est partie. On était tellement tristes. Du coup, depuis, on ne trouve pas aussi bien. On est très malheureux. Mais oui, elle nous a effectivement fléché à chaque fois au bon moment, la bonne, ce qui correspondait à notre phase et ce qui faisait qu'on n'avait pas eu besoin à chaque fois d'aller regarder tout ce qui était disponible. Agoranov l'a fait pour nous au début, et ensuite, c'était notre conseillère BPI, tout à fait, qui a été hyper utile. Vous l'avez invitée au restaurant ou pas, cette conseillère? Même pas. Et elle est partie. Ne soyez pas ingrat, c'est la conclusion. Oui, peut-être c'est important d'avoir ça en tête aussi, c'est que BPI France, l'objectif, c'est qu'il y ait au moins un interlocuteur unique qui puisse vous accompagner sur les étapes de financement. Après, selon les dossiers, le temps aussi qu'on veut consacrer au montage du dossier, ça vaut le coup de se faire accompagner plutôt que de ne pas le faire en réalité parce qu'on n'a pas le temps et de passer à côté d'un financement. Mais voilà, si on est en tout cas peut-être dans cette phase de développement avec une levée de fonds et un financement non dilutif qui vient faire levier cette levée de fonds, a priori, normalement, si l'entreprise a levé des fonds, elle a déjà toute la documentation nécessaire pour pouvoir déposer un dossier. Nous, on pourrait avoir accès à la data room et en fait instruire un dossier aussi dans cette phase-là. Peut-être quand on est dans une stratégie où le financement non dilutif intervient avant la levée de fonds et qu'on a énormément de tâches administratives à faire pour pouvoir compléter le dossier, c'est peut-être important en effet de passer vers quelqu'un pour se faire aider, notamment aussi pour les financements européens qui sont quand même très très complexes, c'est vrai, et très pointus et très challengés parce qu'ils sont très sélectifs. Peut-être sur les financements BPI en tout cas qui interviennent après une levée de fonds, je pense que voilà, il y a aussi beaucoup d'informations qui sont données aux investisseurs que nous on peut reprendre. Et dans l'autre sens, nous, pour notre première levée de fonds avec des business angels, on avait gagné à iLab. Donc iLab, à l'époque, maintenant c'est plus, mais à l'époque, on avait eu le max, c'était 500 000 €. Et à ce moment-là, on nous a dit, à chaque fois que vous avez une subvention, en fait, loi européenne, etc., il faut quand même un peu mettre des fonds propres en face.
Donc là, on n'était pas complètement au courant, c'était la première fois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on avait envoyé une newsletter depuis le début du projet à nos divers amis de Altarode, tout ça, en leur remettant la newsletter. C'était simple, hein, c'était 2-3 photos et les 2-3 news. On a gagné un prix, machin. Voilà ce sur quoi on bosse. Et à ce moment-là, on a envoyé un mail à tout le monde en disant bon on vous spam depuis 1 an et demi avec notre histoire de capteur pour le BTP. Est-ce que, si jamais vous aviez envie d'investir maintenant, on a gagné 500 000 € pour les débloquer, il faut mettre à peu près autant en face. Ceux qui veulent investir, surtout, dites-le maintenant. Et en fait, on a fait notre levée de fonds, la première, avec un mail. Et donc, bon, ça, on m'en a beaucoup voulu. Certains autres qui ont dit, moi, j'y passe des mois en face des business angels et toi, t'envoies un mail. En fait, ça, c'est un quick win. C'est si vous fédérez des gens autour de votre projet. Moi, il y a des gens qui ont investi, j'aurais pas du tout pensé au départ. Bon, voilà, ça gagne du temps. Et puis, une fois que vous avez les 2 tiers de votre levée de fonds qui est souscrite, les autres qui complètent, c'est vachement plus facile à trouver. Donc, le fait d'avoir la subvention, puis ensuite d'avoir un premier batch de gens qui veulent bien investir, ça permet de compléter. Surtout si, au départ, vous n'êtes pas trop dans le profil des VC, parce qu'il faut savoir quand même, les VC, ils financent certains types de projets. Si vous n'êtes pas dedans, c'est quand même vachement plus dur. Donc, il faut le savoir, même si c'est ça qui est quand même très sur le devant, mis en avant par tout le monde comme le chemin de la réussite, vous n'êtes pas forcément dedans. Et si vous n'êtes pas dedans, perdez pas trop de temps. Allez faire d'autres choses, du non dilutif avant. Puis peut-être vous y reviendrez un peu après quand vous serez plus mûr, mais c'est pas la seule et unique voie de développement. Juste un point important par rapport à la notion de, tu parlais chez BPI, avoir un référent financement. Chez vous aussi, il en faut un, j'ai envie de dire. Moi, j'accompagne nombreux clients. Les clients chez qui une personne est déléguée au sujet et on va dire à une bonne marge de manœuvre s'il n'est pas parmi les cofondateurs, on va beaucoup plus vite, beaucoup mieux pour avancer sur ces sujets. Ceux pour lesquels ils ont du mal à se diviser le travail et j'ai systématiquement les 3 cofondateurs autour de la table, on va moins vite. Voilà. Il faut savoir effectivement alléger un petit peu la voilure et en plus vous allez vous épuiser à travailler à 3 sur un sujet qui peut être traité à une seule personne. Donc ça, c'était un point qui me semble important. Et j'avais aussi une question de retour d'expérience intéressante, peut-être aussi au niveau d'Altarode. Sur le sujet, on n'a pas trop parlé du crédit d'impôt et statut GE que vous avez dû mettre en place. Comment vous avez travaillé pour sécuriser ce sujet-là? Enfin, moi, j'ai à peu près une idée comment ça marche, mais pour arriver à bien le mettre en place et bien avancer sur le sujet et puis vous rassurer aussi sur le sujet. Alors, effectivement, on a eu, et tous les ans, pour donner des ordres de grandeur, là, on est à au-dessus de 300 000 € par an de CIR depuis plusieurs années, donc c'est pas du tout négligeable. Et donc oui, on avait fait le dossier de jeunes entreprises innovantes dès le début, ce qui aide énormément à crédibiliser ensuite le fait de demander du CIR, donc ça bien sûr. Le fait d'avoir ça pour le coup, effectivement, on a pris un DAF externe dès le début parce que moi la compta, voilà. Hein. Et en sachant tout de même que c'est quelque chose de hyper important et comme on a eu plein de projets et plein de subventions, il fallait pouvoir tracer pour bien montrer qu'on ne faisait pas du double financement. Parce que mine de rien, c'est ça le sujet après entre le crédit impôt recherche, les subventions que vous pouvez avoir. Si vous n'êtes pas carré sur les dépenses, c'est vite le bazar. Et donc le fait d'avoir un DAF qui a mis en place toute une codification dès le départ pour dire sur quelles dépenses, quels projets on a financé et bien taguer le CIR. Et sur le CIR, ce qu'il faut savoir aussi, mais bien sûr tu le sais, c'est le côté il faut documenter. Donc bien sûr les temps des gens et ce qu'on a dépensé, mais bien sûr il faut faire des rapports écrits techniques sur ce qu'on a développé et ces rapports techniques, il faut quand même qu'on montre pourquoi c'est innovant par rapport à la compétition. Donc là au début ce qu'on a fait, c'est j'ai vachement utilisé ma chercheuse
pour me faire des recherches de l'état de l'art et en disant regardez par rapport à ci, par rapport à ça. Donc les chercheurs ils sont hyper bons pour écrire ça. Et au fur et à mesure, on a pris un cabinet externe qui nous a rédigé nos rapports, mais sachant qu'on a quand même bien gardé la main dessus pour expliquer ce qu'on avait fait, mais c'est eux qui mettaient en forme après et qui nous reposaient des questions en disant et ça vous l'expliquez comment, et ça pourquoi c'est différent de l'état de l'art. Donc oui, c'est un gros boulot quand même. C'est beaucoup d'argent, mais c'est un gros boulot avec quelqu'un qui à plein temps, non, disons pendant la période de clôture de compte, plusieurs mois dessus quand même. Super, alors donc 300 000 euros x 5 ans, 1,5 million. Alors j'ai quelques chiffres en exclusivité à vous révéler, hein. J'ai fait un sondage multinational avec 4 entreprises dont les revenus vont de quelques millions dont les sommes levées vont de quelques millions à 75 millions. Et voilà, les résultats sont unilatéraux. Le pourcentage de non dilutif par rapport au dilutif va de 23% à 60%, voilà, dans ce sondage multinational. Donc, et spoiler, les 60%, c'est plutôt pour une entreprise deep tech orientée vers l'environnemental, early stage. Okay, donc c'est normal, c'est plutôt le début. Voilà, je tenais à vous révéler ces chiffres. Et du coup, peut-être, je vais vous laisser la parole, la salle, pendant chers amis, pendant 10-15 minutes avant de passer au cocktail. Peut-être une toute dernière question pour Geoffroy. Si tu devais rembobiner l'aventure FinalCAD au tout début, est-ce que tu ferais différemment côté financement ? Oui, je pense que sur les financements, en fait, on avait levé en série A, donc ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on a eu la bonne idée d'utiliser du non dilutif. La moins bonne idée, c'est d'avoir passé peut-être trop de temps avec le deuxième cofondateur Jimmy à faire les montages des dossiers. Donc c'est super, hein, il faut faire avant de faire. Donc ça, c'est clair. Par contre, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et surtout, je pense qu'on n'a pas le panel de tous les dispositifs. Donc, on va chercher un peu à l'ancienne ce qui existe. En plus, à l'époque, c'est vrai que ça faisait un petit peu longtemps, mais on met du temps. Alors qu'aujourd'hui, il existe des personnes dont c'est le métier et qui vont nous chercher beaucoup plus pour beaucoup plus rapidement. Et nous, on peut se focaliser sur notre cœur de métier, hein, c'est le business. Et ça c'est clair. Donc, si j'avais à rembobiner, et puis même le fait de voir les entreprises que je vois aujourd'hui où il y a cette méconnaissance du non dilutif, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est faites appel à des experts. On ne peut pas être bon dans tout, surtout quand on est entrepreneur, on a autant de problèmes que de collaborateurs parfois par jour, donc ça peut devenir vite compliqué. Donc il faut se focaliser sur le business, sur notre équipe, et c'est tout. Et le reste, il faut le faire par des gens dont c'est leur compétence. Et donc oui, si j'avais à refaire l'histoire, je pense que je commencerais par aller voir Vincent. Voilà. C'est beau quand même, ça mérite un applaudissement. Est-ce que quelqu'un veut se lancer avec une première question ? Oui, excellent. Est-ce que on peut transmettre un... Désolé, je suis en béquille, je ne peux pas trop. Merci. Alors en réalité, donc déjà je me présente, Martin. Merci pour vos prises de parole. J'ai en réalité 2 questions. Une première question dont on n'a pas trop parlé, c'est les délais, donc les délais d'obtention. A priori, le temps de l'entreprise, c'est pas le même que le temps des institutions ou de l'administration. Donc la première question, c'est à quel point en fait ça ralentit de faire appel à ces mécanismes comparé à du financement privé. Premier point. Et deuxième point, c'est lié aux modalités. Cécile, tu parlais de toutes les, je dirais, obligations, donc de prévoir en avance quelles seront les dépenses, quand les dépenses seront réalisées, de le tracer, chaque euro dépensé, etc. En fait, la lourdeur de toutes ces obligations, de toutes ces modalités, à quel point c'est une charge mentale et à quel point c'est une distraction en plus pour faire tourner l'entreprise. Voilà, c'est mes 2 questions. Peut-être sur les délais, en tout cas, d'une instruction, par exemple, chez BPI France, ça prend environ voilà. Une fois qu'en fait on reçoit le dossier complet, il y a une première phase, donc vraiment d'instruction, où le chargé d'affaires, en fait, à partir de tous les éléments qu'il a récupérés, crée en fait une note de synthèse sur la demande et propose en fait un financement à un comité de décision qui viendra trancher en fait sur voilà, comment BPI France se positionne pour financer l'entreprise.
Cette phase, elle prend environ 1 mois en général. En réalité, l'instruction est beaucoup plus rapide, mais comme souvent, on a en fait pas mal d'inertie, pas mal de flux, pas mal de dossiers en fait qui sont déjà en cours. Il faut compter peut-être 1 mois avant que le dossier soit envoyé à notre comité de décision. Ce comité, je pense qu'on peut donner aussi un délai environ d'1 mois pour qu'il se positionne. C'est pareil, en fait, c'est des comités. Il n'y a pas de date effective sur laquelle ils viennent se pencher sur un dossier. Ils les regardent en fait au fil de l'eau, et donc il suffit qu'il y ait pas mal de dossiers qui soient envoyés en même temps pour que ça prenne du temps pour que ce soit étudié. Il faut compter environ 1 mois également. Et ensuite, il y a un décaissement des fonds, une fois s'il y a un accord, qui est environ de 2 semaines. Donc il faut compter à peu près 2 mois et demi après la date de réception du dossier pour obtenir son financement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se dire que BPI France, il ne faut pas forcément nous contacter quand on est dans une urgence de cash. On n'est pas les bons acteurs pour ça. Quand on n'est pas des pompiers vraiment qui viennent éteindre un incendie, on est là pour intervenir plutôt quand l'entreprise a une bonne visibilité en cash et pour faire levier sur un financement. Là, je parle vraiment dans la partie développement. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu différent sur la partie amorçage, où ça peut aller plus vite. Notamment, Moi, j'ai toujours trouvé que c'était hyper rapide. Bon, après, ça dépend, mais sur certains financements, c'était 1 mois et demi quand c'est des relativement plus petits. Sur les gros concours, forcément, ça prend 3 à 6 mois, mais vu les sommes dont on parle, c'est pas du tout déconnant. Et puis, une fois que tu vas essayer d'aller voir des banques classiques, ça doit être du privé, c'est pas plus rapide. Franchement, voire l'inverse. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que sur la partie, bien sûr, il faut se renseigner, ça dépend des types de concours, etc. L'Europe, c'était un peu plus long, mais c'était beaucoup plus d'argent. Donc non, je dirais qu'au contraire, tu gagnes du temps par rapport. Et puis quand tu vas essayer de lever des fonds, la plupart du temps, ça te prend 6 mois aussi. Donc en fait, par rapport au temps gagné, si tu peux avoir du non dilutif, c'est beaucoup plus rapide. En tout cas, nous, c'est notre retour d'expérience. Et ensuite, sur le temps que ça te prend, je dirais que c'est une question d'organisation. Moi, avec mon parcours conseil, je t'avoue que je traçais les heures que j'ai fait, je l'ai fait toute ma vie. Donc tu vois, ça me changeait pas tellement. Ok, on avait la mécanique, mais si tu as un bon DAF qui sait faire une compta analytique, c'est lui qui le fait et c'est pas toi, donc c'est pas ta charge mentale. Mais comme on disait, si tu te mets à le faire alors que c'est pas ton taf, déjà tu vas mal le faire et puis ça va prendre une charge mentale pas possible et tu vas avoir là j'en connais une qui a des problèmes à boucler son dossier UIC à la fin parce que le reporting il est costaud, donc il faut prendre quelqu'un, il faut prendre un DAF qui a déjà fait du reporting EIC pour suivre ces projets-là. Maintenant, c'est quand même pas, tu casses pas 3 pattes à un canard, c'est pas si subtil que ça, donc si tu mets l'effort, c'est quand même ça vaut largement le coup. Enfin, mon retour. Et pour compléter, parce que sur l'aspect BPI, toutes les subventions, ADEME, etc., en termes de délai, généralement ça se rejoint sur l'ensemble du territoire, sauf pour la petite bourse French Tech qui peut être un peu plus rapide. Alors sur le crédit d'impôt recherche, qui est quand vous êtes une PME au sens communautaire, donc moins de 250 personnes, moins 50 millions de chiffre d'affaires, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont concernés par ces seuils aujourd'hui, c'est un remboursement immédiat. Alors immédiat, quand ça se passe bien, c'est 1 à 3 mois après la demande. Voilà. Quand c'est dans la moyenne, c'est 3 à 6 mois. Quand il y a des frictions, l'administration, l'inspecteur est malade, votre dossier s'est perdu, votre conseil ne travaille pas, voilà, c'est plus de 6 mois, voilà, globalement. Voilà, c'est une notion d'immédiateté rapportée au divin, quoi, un peu finalement. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Promis, vous n'allez pas vous diluer, promis. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'aurais une question sur le CIR. Je voudrais savoir, j'ai quand même jeté un coup d'œil, mais je ne suis pas professionnel. Quelles dépenses sont prises en compte ou sont intégrées, typiquement soit des salariés ou soit par exemple des freelances? Est-ce qu'il y a une différence entre ces types de dépenses-là? Lesquelles sont prises en compte ou pas? C'est une très bonne question qu'on rencontre régulièrement, surtout en début d'activité. La dépense, la plus grosse dépense aujourd'hui, c'est du salaire. D'accord ? Principalement CDD, CDI, les gérants, présidents d'entreprise, quand vous démarrez, si vous avez la chance de pouvoir vous payer, ça rentre en compte. Les freelances, de façon directe, ne peuvent pas rentrer.
Voilà, c'est clairement écrit, sauf s'ils ont un agrément crédit impôt recherche. Les agréments, ils doivent s'obtenir, c'est possible une fois par an, c'est valable 3 ans. Il y a des experts indépendants qui vont se faire référencer, des anciens chercheurs indépendants, on peut tomber sur ce type de profil. Ensuite, tout dépend dans quel contexte vont rentrer vos dépenses. Est-ce que c'est de l'investissement freelance avec une livraison particulière? Dans ce cas-là, on peut travailler sur un investissement immobilisé. Donc ça, c'est un autre travail. C'est le deuxième poste éligible qu'on retrouve particulièrement. Le troisième étant la sous-traitance, bien sûr. On a supprimé depuis cette année, tu me disais qu'il y aurait peut-être une question sur l'actualité, les postes de veille technologique, par exemple, donc supprimés. Les brevets, peut-être que tu seras concerné sur le sujet. Donc voilà, on a supprimé du jour au lendemain. Et il y avait aussi des particuliers, ce qu'on appelle les jeunes docteurs, hein, qui est vu aujourd'hui comme un plan de licenciement étatique de 3000 personnes évaluées. Voilà. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je vous invite à signer la pétition en cours sur le sujet pour essayer de rétablir ce statut, hein, qui est soutenu et qui aujourd'hui permet, je dirais, de créer ce lien entre le privé et le public, qui est très important pour arriver à faire sortir des technologies des laboratoires. Donc voilà, globalement, je pense avoir répondu à la question. Et les jeunes docteurs, ils ramenaient plus que leur salaire. À 100%, oui. Effectivement, ils rapportaient 120% de leur salaire pendant 2 ans. Ouais. Il y a des jeunes et eux, ils docteurs. savent faire un état de l'art. Il y a des jeunes Mieux que ChatGPT, je tiens à le signaler. Oui, c'est vrai qu'il y a ChatGPT qui est arrivé, qui va accélérer phénoménalement les dossiers. Il y a des jeunes docteurs dans la salle ou pas? De toute façon, c'est plus très utile maintenant, mais bon, il n'y en a pas. Bon. Une petite dernière question, ou même il y a le temps pour encore 2 questions. Et après, je vois les gorges se sécher à vue d'œil. Bonsoir, merci beaucoup pour ces informations. J'avais une question par rapport à la BPI. Je sais que vous investissez dans des fonds en Afrique, par exemple. Et j'aimerais savoir s'il y a des manières d'avoir du non dilutif à l'international. Y a-t-il du non dilutif? Y a-t-il une manière d'avoir du non dilutif à l'international? Eh bien, c'est une très bonne question. Alors, on a, nous, un service international en financement chez BPI. C'est en revanche à destination des entreprises françaises qui veulent s'exporter. Donc, on a par exemple l'assurance prospection, qui est un dispositif qui permet de financer des frais de commercialisation de produits à l'international sous forme d'avance remboursable, donc avec un dispositif qui est à rembourser, mais sur lequel il n'y a pas vraiment de taux. Et l'avantage d'un dispositif comme ça, c'est que ça permet donc de financer des dépenses à l'étranger pour s'implanter. En revanche, s'il y a un échec économique du projet, c'est-à-dire si l'entreprise en fait n'arrive pas à s'implanter sur ce marché défini, il y a une partie en réalité de l'aide qui se transforme en subvention, donc qui n'est pas remboursée. Donc c'est des aides qui sont super incitatives, super bien ficelées. Alors je sais que cette année, déjà l'an dernier c'était le cas, mais cette année il y a de moins en moins de budget sur ces aides. Je pense que ça va avec le contexte aussi politique autour du budget. Donc on en a de moins en moins, et je sais que c'est de plus en plus sélectif pour obtenir ces aides, mais elles existent et elles permettent de financer ce genre de projet. Et en complément, je ne suis pas forcément un spécialiste de sujet, il y a l'agence France Développement aussi qui propose des appels à projets de façon assez régulière sur des sujets, sur des territoires précis internationaux. Ce mécanisme dont Romain tu viens de parler, nous on en a bénéficié à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'était très, très utile pour nous-mêmes nous encourager à tenter l'aventure à l'étranger. Peut-être ça me permet aussi de présenter rapidement Business France, avec qui on travaille, qui est un acteur qui permet d'accompagner les entreprises justement à se développer à l'étranger, mais sous forme plutôt de mission de conseil, plutôt que vraiment de financement en tant que tel. Je ne sais pas si avec Craft... Moi, je l'ai beaucoup fait à l'international, dans à peu près tous les pays où j'ai été visité. J'ai utilisé ce dispositif pour aller prospecter. En fait, l'idée, c'était soit on faisait du business en vente indirecte, soit en direct, mais il fallait explorer.
On ne connaissait pas le territoire forcément, mais on savait qu'il y avait éventuellement un potentiel. Et du coup, on a missionné Business France sur franchement au moins une quinzaine de pays. Et c'était avant même d'aller dans le pays, c'est la première chose qu'on a faite. Ensuite, on a eu le rendez-vous Business France qui nous a trouvé les clients directement, où on a pu opérer assez rapidement. Donc ça, c'est pour le coup un super dispositif pour l'international. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Eh bien, pas de problème. C'est l'heure des pizzas, c'est ça? Des bières ou des pizzas, Cécile? Les deux? Il me semble que c'est les deux. C'est les deux. C'est les bière deux. et pizza. D'accord. Bière sans alcool ou avec alcool? C'est les deux. Il y a des softs prévus aussi. Ok, ça marche. Bon, le carême est fini. Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup à nos 5 intervenants. Nous pensons à Franck, si tu nous entends des Pays-Bas. Donc merci à Romain, Geoffroy, Cécile et Vincent pour leur présence aujourd'hui ce soir. Voilà, merci beaucoup encore Shamir pour l'organisation, Louis pour l'accueil et puis à toutes et tous pour votre attention et vos sourires et vos questions et puis papotez bien pendant ce moment de networking. Voilà. Merci à toi Marc également. Avec plaisir.